Bonjour et bienvenue dans Hebdo Santé sur Média. Nous allons aujourd'hui faire mieux connaissance avec la médecine d'urgence. Pourquoi l'appelle-t-on médecine d'urgence? Quels sont les principes qui régissent cette spécialité et comment comprendre l'efficacité donc de cette spécialité? Tout savoir sur la médecine d'urgence, c'est avec vous, docteur Ousmane Cherif. Vous êtes médecin urgentiste, réanimateur, conférencier, enseignant bénévole et membre de l'équipe d'intervention rapide de SOS Abidjan. C'est ça. Bonjour docteur. Bonjour Eustache. Beaucoup de casquettes quand même, hein? Effectivement, oui. D'accord, vous vous en sortez. On s'en sort. En tout cas, c'est un véritable plaisir donc de vous retrouver sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci beaucoup. Également avec nous, une grande dame qui nous fait donc l'honneur de revenir sur ce plateau, Madame Kadi Diasso. Vous êtes sage-femme enseignante à la retraite et présidente de l'ONG Sauvons de Vie. Bonjour Madame So. Bonjour. Alors, désormais, vous mettez votre expérience acquise au cours de toutes ces années au service de cette organisation pour le bien-être de la femme, de la mère et de l'enfant, on va dire ça comme ça. En tout cas, vraiment, merci à tous les deux d'avoir accepté donc cette invitation et nous permettre donc de faire cette incursion donc dans ce domaine de médecine d'urgence. Alors, la première question, somme toute, je vais dire, évidente. Qu'est-ce que la médecine d'urgence? Docteur Ousmane. Alors merci Eustache et encore merci pour l'invitation. La médecine d'urgence, c'est la médecine qui prend en charge tout ce qui peut emporter la vie d'un patient, d'un être humain. À la fois la vie de la personne, mais aussi ce qu'on appelle le pronostic organique, c'est-à-dire un organe très important de la personne. Par exemple, si vous avez votre œil qui, dans les minutes qui suivent, peut perdre sa fonction, ou vous avez votre pied qui peut perdre sa fonction, c'est ce qu'on appelle le pronostic organique. Donc, la médecine d'urgence, c'est vraiment des actes et des soins qui doivent être posés très rapidement et qui vont permettre de maintenir soit la vie, soit la fonction d'un organe très important dans le corps humain. Et cela donc peut se présenter donc au cours d'un accident. Ça peut se présenter comme une urgence cardiaque, par exemple, c'est votre cœur qui lâche. Ça peut être une urgence neurologique, ça peut être un accident, ce qu'on appelle les urgences hémorragiques. Vous pouvez perdre du sang. Ça peut être une urgence gynécologique. Voilà, une femme enceinte qui est dans un état où elle peut perdre la vie. Ça peut être une urgence pédiatrique, ça peut être un enfant qui soit dans une situation où il est très déshydraté, où il a une grosse infection qui peut mettre en jeu ce qu'on appelle en médecine son pronostic vital, c'est-à-dire sa vie est mise en jeu à court terme. Voilà, donc tout ce qui peut attenter à la vie de quelqu'un ou à un organe très important, ça s'appelle la médecine d'urgence. D'accord. Alors, depuis quand est-ce qu'on parle de médecine d'urgence sous nos tropiques? Est-ce qu'il y a bien longtemps qu'on parle de médecine d'urgence? En Afrique, de façon générale, la médecine d'urgence est un peu connue depuis pratiquement 30 à 40 années en arrière. Mais vous savez, c'est pas une médecine qui a été très bien organisée comme c'est fait en Europe depuis très longtemps. Avant, la médecine d'urgence était collée à ce qu'on appelle l'anesthésie-réanimation. C'est une spécialité à part entière dans laquelle on réanime les patients. Donc avant, il fallait d'abord faire la réanimation. C'est ce que nous tous nous avons fait. Nous avons fait d'abord de la réanimation avant de faire l'option de médecine d'urgence. Mais maintenant, Dieu merci, même en Côte d'Ivoire cette année, nous avons organisé les choses de sorte à ce qu'il y a une spécialité à part entière qui est la médecine d'urgence. Et même en Afrique, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur qu'on appelle le CAMES reconnaît aujourd'hui la médecine d'urgence comme une spécialité à part entière. Donc petit à petit, les choses sont en train de très très bien s'organiser sur le continent africain et on a des urgentistes et des formations de médecine d'urgence qui sont très très spécifiques. D'accord, donc désormais on aura des urgentistes bien formés, des bien urgentistes aguerris. bien formés, qui peuvent monter sur un bateau, qui peuvent monter dans un hélicoptère, qui font sauvetage incendie, c'est-à-dire que quel que soit le type d'urgence auquel on est obligé de faire face, vous pouvez trouver un urgentiste qui est spécialisé dans ce domaine et qui peut prendre en charge voilà la situation. Allez, là, c'est vraiment de bonnes nouvelles. Il a parlé tout à l'heure, Madame Kadi Diasso, de la mère
hein, de cette urgence pédiatrique. Alors, quels sont les cas d'urgence qui peuvent se présenter, notamment chez la mère, la femme enceinte et chez l'enfant? Chez la femme enceinte, c'est surtout l'hémorragie. Et l'hémorragie peut survenir au premier trimestre par l'apparition, souvent brusque même, d'une grossesse extra-utérine, parce qu'au début, la femme, elle a fait son test, elle est enceinte, mais elle ne sait pas où est l'embryon. L'embryon, il peut aller se développer dans la paroi utérine, et c'est ce qui est normal. Mais il y a des cas où l'embryon va se développer, il va s'implanter dans la trompe de Fallope, et ou bien dans l'ovaire même, un des deux ovaires, ou bien même dans la paroi abdominale. Et en ce moment, elle se met à saigner. Et c'est une urgence extrême. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, le pronostic vital est en jeu en ce moment. Il faut intervenir tout de suite, une intervention chirurgicale. D'accord. Et comment est-ce que cela a été organisé? Il dit qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se structurer de plus en plus concernant donc, la médecine d'urgence. Comment est-ce que vous gérez ça dans le temps? Dans le temps, la femme, elle vient aux urgences. Parce que dans toutes les maternités, il y a un service d'urgence. Elle vient en urgence et les médecins tout de suite, quand on appelle urgence, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de faire des examens prêts et tout, directement au bloc. Et c'est là-bas tous ces jours. On fait le groupe en urgence, on court de partout et on fait l'intervention. Dis donc, ça ne doit pas être facile les urgences. Racontez-nous un peu comment est-ce que lorsqu'une personne arrive aux urgences, dites-nous, comment est-ce que ça commence? Parce que c'est vraiment, ça va très vite. Ça va très vite. Et vous savez, c'est la médecine où les professeurs ont l'habitude d'utiliser une phrase qui est très importante. On dit, il faut faire tout vite et rapidement. Donc à la fois, vous devez bien faire et à la fois, vous devez faire vite. C'est parfois deux notions qui sont parfois un peu antagonistes. Quand vous voulez faire trop vite, vous pouvez faire mal, alors qu'il faut faire bien et il faut faire vite. Vous comprenez? Donc aux urgences, parfois quand un patient vient, d'abord il faut, comme elle l'a dit tout à l'heure, il faut bien se rassurer que le patient n'a pas un problème d'orientation. Parce qu'un patient peut arriver aux urgences, j'allais dire urgences chirurgicales ou urgences médicales, alors qu'en réalité c'est un patient d'urgence gynécologique. On a parfois ces patients-là. Une femme peut ne même pas savoir qu'elle est enceinte. On a eu des cas de grossesse extra-utérine où la femme ne sait même pas qu'elle est enceinte. Elle a eu un rapport il y a 4-5 semaines, 2 semaines. Elle vient aux urgences, elle vous dit « j'ai mal au ventre ». Donc, a priori, c'est pas une urgence. Elle, chez elle-même, c'est juste une douleur abdominale. Mais quand on l'examine, rapidement, on se rend compte que ça peut être une grossesse extra-utérine quand on fait les examens. Donc, on n'a que quelques minutes. Par exemple, dans les cas de rupture utérine ou les ruptures de GEU, des ruptures de grossesse extra-utérine, vous avez que quelques minutes parce que c'est une trompe qui saigne. Il y a du sang qui est en train de sortir. Une personne normale a environ 4,5 à 5 litres de sang dans le corps. Si 2 tiers ou 1 tiers de ce sang-là disparaît, vous ne pouvez pas survivre. Donc, vous voyez, on est obligé de faire très vite, on est obligé de faire très bien parce que la médecine d'urgence, la moindre erreur peut coûter la vie à la patiente qui est en face de vous. Donc, c'est très souvent des cas où le médecin est obligé de réfléchir, à la fois de garder son calme et à la fois d'être très rapide, d'être très efficace. Donc, c'est pas toujours évident, mais à 99%, ceux qui sont formés pour être urgentistes ont cette capacité de savoir quels gestes poser et surtout le calme. Voilà, j'insiste sur le calme parce que la majorité du temps, 99%, les parents des patients sont paniqués. Quand ils arrivent aux urgences, c'est parfois 5-10 personnes qui accompagnent le patient, tout le monde crie de partout. Donc, c'est le médecin qui, à la fois, va jouer le rôle de psychologue vis-à-vis du patient, psychologue vis-à-vis de la famille, en même temps de ne pas perdre le temps en train de trop expliquer parce que, donc, il y a toute une gestion psychologique et médicale qui est très très importante dans la médecine. Mais je trouve également que les urgences, c'est pas forcément lorsque les individus... Les urgences également peuvent survenir à domicile, un peu partout. Oui, c'est ce qu'on appelle en médecine les urgences pré-hospitalières. Et aujourd'hui, on a pratiquement 60 à 70% des urgences qui se passent dans le monde qui sont extra-hospitalières. C'est-à-dire que les gens qui font des malaises ne le font pas très souvent à l'hôpital. Ils le font d'abord dans leur domicile, dans leur bureau, dans leur
dans leur lieu de travail. Et aujourd'hui, la médecine préhospitalière doit être très développée encore plus en Afrique parce que les gens souvent n'ont pas de bilan, c'est pas des personnes qui sont suivies. Donc quand quelqu'un tombe à la maison, parfois le temps de l'amener à l'hôpital, il est déjà décédé. Voilà. Donc nous aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la médecine préhospitalière de sorte que une ambulance ou quand les patients rencontrent déjà un médecin, ils sont déjà en sécurité parce que le médecin, il a tous les atouts, tous les éléments en sa possession pour sauver un patient. Vous savez, récemment, on a eu des patients à domicile, voilà, c'est un monsieur très intellectuel, cadre de société, qui avait sa mère qui a fait un AVC à domicile. Ils nous ont appelés et avant même qu'on démarre, tellement tout le monde était paniqué, dans les minutes qui ont suivi, le patient il a pris sa mère, il l'a mis dans une 4x4, il a commencé à rouler avec, voilà, dans tous les sens. Donc, à la fois, il roule, il est obligé de gérer la route, il est obligé de regarder si maman est encore vivante derrière. Donc, tout un tas de... Mais dès que l'ambulance a croisé le monsieur sur la route, l'a intercepté, les choses se sont stabilisées. Donc, on a pris la patiente dans sa 4x4, dans sa voiture, on l'a mis dans l'ambulance, on lui a mis une voie veineuse, on l'a perfusée, on lui a recorrigé ce qui devait être corrigé et donc la dame a émergé, elle avait même une hypoglycémie sévère, elle s'est rapidement réveillée et les choses se sont résolues. C'est pour dire que le fait de soulever un patient, de le mettre dans un véhicule personnel, c'est pas ça la solution, c'est pas le fait de courir qui est le plus important. Il faut faire les choses de façon correcte. Parce que vous pouvez soulever quelqu'un, le mettre dans une ambulance et dans un véhicule personnel. Et tellement vous le faites mal, c'est vous-même finalement qui allez aggraver son cas avant d'arriver à l'hôpital. Alors cette médecine préhospitalière, Madame Kadidia, vous pensez que ça va vraiment vous aider, vous, dans votre combat, vous qui militez aujourd'hui pour 0 décès? Alors on sait que le taux de mortalité maternelle est encore très élevé. Oui. Nous sommes les premiers dans la sous-région. Je pense que l'évolution des choses va beaucoup arranger le système de gynéco. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'organisation n'atteignait pas ce niveau-là. C'était au niveau de la chirurgie, de la cardio. Mais maintenant, avec cette organisation, une femme enceinte, si elle est bien suivie, qu'elle a des signes qu'elle peut appeler, ma foi, SOS, pour que tout de suite, elle ne soit pas en danger le temps d'arriver à l'hôpital. Bien sûr. Parce que nous adhérons vraiment à 100% et c'est la bienvenue. D'accord. Alors, on va parler donc de cet urgentiste-là, le médecin urgentiste. Quelle qualité il faut avoir donc pour être un bon médecin urgentiste? Alors, les qualités, la liste n'est pas exhaustive parce qu'il y en a tellement de qualités qui font partie de la formation du médecin urgentiste. Mais si je dois résumer, il y a 3 qui me viennent vraiment à l'esprit, qui doivent être, j'allais dire, des conditions sine qua non qu'un médecin urgentiste doit avoir. La première des choses, c'est la proactivité, la réactivité rapide. Vous savez, quand on vous appelle, quand vous êtes médecin urgentiste, chaque minute, chaque seconde, j'allais dire pratiquement, c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu. Donc aujourd'hui, nous, on est arrivé à un stade où, quand vous êtes dans une ville, vous avez environ 5 à 7 minutes quand on vous appelle pour arriver chez un patient. On ne peut pas tolérer qu'un médecin urgentiste prenne plus de 5 à 7 minutes pour arriver chez un patient. Donc aujourd'hui, nous avons des ambulanciers qui doivent être formés pour rouler à des vitesses, j'allais dire, acceptables. Parce qu'il ne faudra pas aussi créer plus de dégâts sur la voie. Donc, des vitesses acceptables. Aujourd'hui, nous avons, avec la loi, l'autorisation de rouler d'une certaine façon, parfois même en sens interdit, pour arriver rapidement. Donc, c'est vraiment une qualité que l'équipe de médecine d'urgence doit se mettre toujours en tête. L'urgentiste, c'est pas celui qui, lorsqu'il reçoit un appel, va dire, bon, écoute, je vais finir mon café, je vais finir mon pain. C'est pas possible. Voilà. Dès que vous recevez un appel, à la seconde à laquelle vous recevez l'appel de la médecine d'urgence, vous devez être déjà en route vers votre patient. La deuxième des choses que j'ai dit tout à l'heure, c'est le calme. Voilà, le calme, parce que le médecin urgentiste, il pose des gestes qui sont très importants. Chaque geste du médecin urgentiste soit améliore le patient, soit l'aggrave. C'est l'un des deux. On ne peut pas faire la médecine d'urgence en faisant du statu quo. Chaque geste que vous allez poser sur un patient, soit vous l'améliorez, soit vous aggravez le patient. Donc, il faudrait vraiment être calme, avoir toute sa tête et proposer des gestes adéquats pour le patient. Et la troisième des choses, c'est vraiment les qualités de compétence, parce que un médecin urgentiste ne peut pas avoir le luxe d'être moyen. Il ne peut pas avoir le luxe d'être moyen, oui, il faut être bon. Voilà, il faut forcément être bon. Le médecin urgentiste ne peut pas faire la médecine d'urgence en étant moyen. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans les critères de sélection pour prendre les médecins parmi les urgentistes, on choisit les meilleurs, parce que c'est pas la médecine calme, douce,
où vous avez le temps de regarder les examens, les bilans. C'est une médecine qui est très rapide. Donc, il faudrait avoir vraiment une capacité, une compétence intellectuelle qui vous permet d'être à la fois très rapide et très efficace. D'accord. Alors, dans vos recrutements, je ne sais pas, est-ce que vous prenez en compte les sages-femmes? Est-ce que vous prenez en compte toutes les spécialités que vous allez former, qui vont être urgentistes? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand on fait la médecine d'urgence, c'est une médecine parfois qui est une médecine d'hyper-spécialisation. C'est-à-dire que parfois, on prend des gens qui sont déjà spécialisés dans un domaine et on leur fait une autre spécialisation de la médecine d'urgence. Par exemple, vous avez des cardiologues qui ont fait comme spécialité encore la médecine d'urgence. Donc, ils deviennent des urgentistes cardiologiques. Il y a aussi des personnes qui ont fait de la néphro, de la gynéco. Donc, dans notre système de formation, on encourage même des personnes qui ont déjà fait d'autres spécialités à venir faire la médecine d'urgence. Parce que c'est différent. Votre bagage que vous avez déjà va vous permettre d'être un peu plus pointu, mais la médecine d'urgence, si vous n'avez pas été formé, même si vous êtes médecin, vous ne pouvez pas poser des gestes de médecin urgentiste. Voilà. Donc, il est très important de rappeler aussi aux gens, aux médecins, de façon générale, que c'est une spécialité qui est en manque aujourd'hui en Afrique. Donc, on a besoin que plus de personnes se spécialisent en médecine d'urgence. Donc, on a des personnes qui sont volontaires, qui font même la formation, qui n'exercent pas, mais au moins qui ont les compétences. Donc, même quand ils sont dans un endroit très reculé du pays, mais quand ils ont un patient qui fait un arrêt cardiaque, par exemple, ce sont des personnes qui peuvent rattraper un arrêt cardiaque. Alors, vous savez que 90% des personnes qui font un arrêt cardiaque meurent de leur arrêt cardiaque. Alors que aujourd'hui, avec la médecine moderne, on a tellement de possibilités de rattraper quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, quelqu'un dont le cœur est arrêté de battre n'est pas mort. Il faut le réanimer. On a la possibilité, pendant encore un certain délai, de le rattraper. Donc, on ne déclare pas quelqu'un mort juste parce que son cœur a arrêté de battre. On peut rattraper quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque. Voilà, donc c'est des messages comme ça qu'on doit vraiment véhiculer à la population et véhiculer aussi aux médecins. On a besoin que plus de médecins se spécialisent dans la médecine d'urgence. Alors, Madame Kadidia, c'est vrai que SOS à Dijon fait donc des évacuations, mais comme docteur Osman vient de le dire, il serait peut-être intéressant d'encourager donc les sages-femmes qui sont dans les hameaux, les villages les plus reculés, à se spécialiser dans la médecine d'urgence. Mais bien sûr, c'est une volonté politique parce que certaines peuvent volontairement aller le faire, mais si c'est une volonté politique, ça serait une sous-spécialité pour qu'elles puissent, parce que quand on regarde certains films en salle d'accouchement, quand une femme vient en Europe, bien dans d'autres pays, mais c'est beau à voir, tout le monde en alerte. La femme est tout de suite prise en charge à 100%. Mais chez nous ici, elle va rentrer, on traîne les pas et tout et tout. Donc c'est vraiment nécessaire qu'elle puisse avoir accès à cette formation. D'accord. Alors vous êtes au combien aujourd'hui? C'est vrai que vous avez dit que de plus en plus, il y a manque, mais vous êtes estimé à combien aujourd'hui, le nombre de médecins urgentistes en Côte d'Ivoire? Ceux qui ont eu le diplôme, soit en Côte d'Ivoire, soit à l'étranger, on vaut moins de 100 personnes. Vous voyez, pour une population de 21 millions, 27 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, si vous avez moins de 100 personnes, imaginez-vous, à chaque fois qu'il y a un problème d'urgence, qui peut gérer tout ça? Voilà, donc c'est vraiment important de former les gens. Et même aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on voit l'importance de former même des gens qui ne sont pas du domaine de la santé. Parce que vous savez, environ 30 à 40% des gestes qui peuvent être faits en première intention ne sont pas forcément des gestes qui sont faits par des médecins. Donc on peut former tout le monde. On peut former tout le monde à ce qu'on appelle des gestes d'urgence. On peut vous former vite. Voilà, parce que vous pouvez être ici entre collègues et puis quelqu'un fait un malaise. Il y a des petits gestes que vous pouvez faire qui peuvent littéralement lui sauver la vie. D'accord, donc vous donnez donc les premières notions de gentiste. Des premières notions de gestes, ce qu'on appelle les gestes de premier secours. Ah d'accord. Voilà, ce sont des gestes que normalement un pays en sécurité, c'est un pays qui a environ 30 à 40% de sa population qui est formée aux gestes de médecine d'urgence. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est à moins de 1 à 2% de personnes. Si aujourd'hui vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui dites quelqu'un s'étouffe en mangeant de la nourriture, il n'arrive plus à respirer, l'air ne passe pas du tout complètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez environ 90%, 95% d'un pays qui peut vous dire je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors que c'est une situation aussi banale qu'elle est, elle peut se produire dans tout endroit, dans un restaurant, voilà. Donc il est très important de former aux gestes de premier secours la population.
Et ensuite, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les sages-femmes, il faut des certificats, des petits certificats de médecine d'urgence. Aujourd'hui même, nous sommes en partenariat avec, par exemple, des sociétés internationales comme Cardio Résurrection, où on fait des formations à toutes les sages-femmes, tous les infirmiers qui sont volontaires gratuitement pour avoir un certificat sur la médecine d'urgence. Donc, c'est des petites choses qu'au fur et à mesure, nous sommes en train de développer pour qu'on arrive à un stade où, quand quelqu'un fait un malaise quelque part, que ce soit dans un hôpital ou que ce soit dans une rue, on ait vraiment quelqu'un, pas très loin, qui puisse poser des gestes pour sauver la vie humaine. On sait qu'on ne vit qu'une seule fois, médicalement on ne vit qu'une seule fois, donc la vie humaine est tellement précieuse, elle est tellement sacrée qu'on ne peut pas se permettre de perdre quelqu'un alors qu'un petit geste pouvait le sauver. Les choses avancent positivement, hein, Mme Kadiki Aslo. Oui, bien sûr. Et c'est donc vraiment salutaire pour... c'est vraiment salutaire. Vraiment pour une population. C'est ça. Comme il le dit, on est ensemble en pleine réunion. Quelqu'un fait un malaise vagal. Personne ne sait quelle position il faut donner à cette personne. C'est ça. Souvent même, ce n'est pas un simple malaise. C'est un arrêt cardiaque, un infarctus. Maintenant, si vous ne savez pas comment tenir la personne, souvent même les gens viennent verser l'eau carrément sur la personne. C'est ça. Donc nous-mêmes, on l'étouffe si on n'a pas la connaissance de ces petits gestes qu'il faut pour sauver la personne. Donc je pense que ces formations sont les bienvenues. On doit vulgariser pour que les gens viennent même par groupe s'informer et puis voir comment il faut tenir la personne. Comme il a dit, le monsieur qui a pris sa main, il était paniqué, impatient. Donc il a soulevé. Peut-être lui-même en le soulevant, c'est lui-même qui va aggraver la position. Parce qu'il y a des manières de tenir. Il faut le mettre là, du côté gauche et du côté droit. Toi, tu ne sais rien. Tu t'en vas l'entasser dans le fauteuil de ta voiture. Donc tu ne fais que l'achever, l'amener vers l'achèvement. Donc il faut que tout le monde puisse acquérir des petites connaissances par rapport à ces gestes-là. Alors, ce qu'il faut pour une bonne intervention, donc en cas d'urgence, vous l'avez dit, le médecin urgentiste doit avoir donc des qualités, il ne doit pas être moyen, il doit être bon, il ne doit pas faire vite pour faire vite. Mais au-delà donc je vais dire la personne, quels sont les autres moyens dont on a besoin en termes de plateau technique pour être efficace dans les interventions d'urgence? Effectivement, aujourd'hui, il y a deux sortes d'urgences, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'urgence pré-hospitalière et l'urgence hospitalière. Pour chacune de ces urgences, il y a une logistique, il y a un plateau technique qui est nécessaire pour être efficace. Donc, déjà en pré-hospitalier, il faut qu'on ait une ambulance qui soit une ambulance adaptée à l'état du patient. Parce que il y a plusieurs types d'ambulances. Il y a des ambulances d'urgence, il y a des ambulances de réanimation, il y a des ambulances traumatiques. Si vous avez par exemple quelqu'un qui a fait un accident de la circulation, il faut une ambulance traumatique, une ambulance qui a des appareils d'immobilisation pour ne pas qu'il y ait des fractures, que les os puissent se déplacer, déchirer encore des nerfs ou des artères à l'intérieur de l'organisme. Donc, il y a des ambulances d'immobilisation. Ensuite, il y a des ambulances d'urgence. Ce sont des ambulances qui peuvent gérer certains cas d'urgence. Voilà. Et ensuite, il y a des ambulances de réanimation. Vous voyez, c'est marqué parfois même dessus, ambulance de réanimation. Donc, il y a du matériel, il y a le respirateur artificiel, il y a la machine de réanimation cardio-pulmonaire. Donc, effectivement, c'est un matériel qui parfois coûte très cher, mais qui est vraiment nécessaire parce qu'avec ce matériel-là, on sauve beaucoup plus de vies. Ensuite, il y a le matériel nécessaire pour l'urgence intra-hospitalière, c'est-à-dire que le malade, il est rentré à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on a besoin dans un service d'urgence pour être plus efficace? Donc, on a aujourd'hui, dans nos pays africains, en tout cas par la grâce de Dieu, j'allais dire un plateau technique qui est quand même assez acceptable, voilà, dans les services d'urgence. On a des scopes, on a des respirateurs, on a pratiquement de l'adrénaline pour faire battre le cœur, on a des embus pour donner de l'oxygène et tout ça. Donc le minimum quand même est acceptable pour la prise en charge des patients dans les services d'urgence. Le petit problème aujourd'hui en intra-hospitalier, c'est beaucoup plus le nombre de places, c'est-à-dire la disponibilité des places dans les services d'urgence. C'est ça qui reste encore le problème dans nos pays africains. Et ça, c'est dû principalement à deux choses. C'est dû au fait que d'abord, on a beaucoup de patients qui viennent consulter aux urgences, mais qui n'ont pas, c'est pas vraiment des cas d'urgence. Hein. Je me rappelle avoir reçu un patient à 2h du matin qui me disait que sa femme lui a dit qu'il y a des teignes sur sa tête, donc il vient consulter aux urgences. Vous voyez. Donc ce genre de patients, vous ne pouvez pas les refouler. C'est pas notre rôle de vous dire, monsieur, rentrez à la
maison, je ne vous vois pas. On est obligé de prendre un peu de temps, de l'examiner et tout ça, alors que ça perd un peu de temps par rapport à d'autres patients qui sont vraiment en état d'urgence. Donc, il y a beaucoup de consultations inutiles dans les services d'urgence. On a un petit palu, on vient aux urgences. Les urgences ne sont pas faites pour cela. Voilà, les urgences sont faites pour les états de faiblesse grave, où on ne peut pas tenir. La personne se sent en train de partir. Là, il vient aux urgences. Ensuite, la deuxième des choses, c'est qu'il y a un ratio de places qui doit être disponible par rapport à la population. C'est-à-dire, si vous êtes dans un endroit où il y a 50 000 personnes, il faut avoir environ 5 places, une place pour 10 000 personnes dans les urgences. Donc, si vous avez une ville, par exemple, avec 1 million, 2 millions de personnes, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir que 4 ou 5 places dans un service d'urgence. Et ça, c'est ce qui crée, une surpopulation dans les services d'urgence. Parce que vous pouvez recevoir 5, 10 patients alors que vous n'avez que 2, 3 places disponibles. Et ça, c'est difficile parce que dire à un patient, je ne peux pas vous soigner et allez-y dans un autre hôpital, c'est la chose la plus difficile pour un médecin. C'est très difficile parce que vous voyez son état, vous pouvez le soigner, mais vous n'avez pas la place disponible pour le soigner. C'est la seule chose qui vous manque, c'est la place disponible. La place disponible. Voilà. D'accord. Alors, donc, j'espère que l'ONG Sauvons de Vie, vous allez certainement en faire justement un plaidoyer pour qu'il y ait suffisamment de place pour accueillir donc les mères, les enfants et puis tout le monde. C'est ça. Alors, on va terminer donc en quelques secondes. Quel est l'avenir de la médecine d'urgence en Afrique? Alors l'avenir est, à mon avis, nous qui sommes très optimistes, nous allons dire que l'avenir est probablement très radieux. Voilà, pour la médecine d'urgence, parce que de plus en plus de personnes sont en train de comprendre. Je disais tout à l'heure que nous sommes en train de former un nombre très élevé de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes à certains certificats en médecine d'urgence. Nous sommes en train de former aussi la population. Je me rappelle que récemment, nous sommes allés sur un site de travailleurs où on a formé tous les travailleurs par rapport aux risques qu'ils avaient dans leur lieu de travail. Voilà, si vous êtes dans un endroit où vous respirez par exemple de la fumée, il y a un risque d'intoxication aiguë que l'une des personnes peut avoir. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre. La population de façon générale est en train de comprendre que on peut avoir recours à des gestes d'urgence très rapidement. Et donc, il faut se former pour ça. Ceux qui sont sur place, qui ne sont pas médecins, doivent avoir quelques notions générales de certains gestes et surtout avoir des numéros de téléphone d'urgence pour pouvoir appeler, que ce soit le SAMU, que ce soit des entreprises comme SOS Abidjan. Il faut avoir la possibilité d'avoir le numéro collé quelque part. Parce que c'est pas lorsqu'il y aura un cas où on va dire mais quel est le numéro de tel service, vous allez prendre le répertoire. Donc voilà pourquoi aujourd'hui même le gouvernement fait en sorte que ces numéros-là soient des numéros très faciles à retenir. Par exemple 115 pour le SAMU ou 1304 pour SOS Abidjan, c'est des petits numéros que tout le monde doit pouvoir retenir pour pouvoir le lancer le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Voilà. Et ce sont donc généralement des numéros gratuits. Merci donc à vous, docteur Osman Chérif. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, réanimateur, conférencier, enseignant bénévole et vous êtes aussi membre de l'équipe d'intervention rapide de SOS Abidjan. Merci pour toutes ces informations. Merci également à vous, Madame Kadi Diasso. Vous êtes sage-femme enseignante à la retraite et présidente de l'ONG Sauvons de Vie. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été là. Merci. Merci également à l'équipe de réalisation. C'est tout pour ce numéro d'Hebdo Santé. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.